Quelle sera la place du tourisme dans le premier gouvernement du deuxième mandat de Félix Tshisekedi? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec John Katumba, expert en tourisme, que je reçois sur ce plateau des grands enjeux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, John. Nous parlons du tourisme parce que ce secteur précis a jusqu'à ce jour été sous-évalué, sous-coté en République démocratique du Congo, alors que le pays a un potentiel énorme et que ailleurs, le tourisme nourrit son homme. Alors, John Katumba, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en ce qui concerne l'intérêt d'avoir un ministère du tourisme dans les prochains gouvernements, d'autant plus que, selon les bruits de couloir, il y a des probabilités qu'il n'y ait pas un ministère du tourisme, comme cela avait déjà été le cas précédemment, pour évoquer simplement le gouvernement Gizenga. Oui, en tout cas, la force que nous devons avoir, nous, Congolais, surtout les jeunes d'aujourd'hui, les chefs de l'État, c'est cette force-là de transformer nos potentialités vraies en richesses. Alors, le secteur du tourisme en République démocratique du Congo, c'est toute une potentialité négligée, oubliée, abandonnée. Alors maintenant, avec ce dynamisme du Congolais qui veut répartir avec son économie, parce qu'après les élections, on parle de l'économie. Après les élections, on parle du développement. Alors, développer le Congo par le tourisme, c'est possible. C'est possible si nous évitons les erreurs du passé. Lesquelles erreurs déjà? Quelles sont les erreurs du passé qui sont dans le secteur du tourisme? Lorsque Gizenga arrive au pouvoir, Gizenga 1 et 2, il suspend le ministère du Tourisme, il les met comme un département du ministère de l'Environnement. Alors depuis ce temps-là, nous avons commencé à faire des démarches. On a fait des lobbying auprès de l'Organisation mondiale du tourisme, qui écrit une lettre à Joseph Kabila de ce temps-là pour lui demander de séparer le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des projets ces temps-là, montés jusqu'à 7 milliards de dollars, pour soutenir des gouvernements, c'est-à-dire l'OMT, fait le lobbying. L'Organisation mondiale du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme. Fait le lobbying auprès du FMI pour financer des États dans leur secteur du tourisme. La Jordanie a ses fonds, c'est 7 milliards de dollars. Les Bénin gagnent ses fonds et beaucoup d'autres pays que je ne vais pas citer. Nous ne les avons jamais reçus. Non, on ne les a jamais reçus, faute de l'expertise dans les secteurs d'abord, parce que les secteurs étaient oubliés ces temps-là. Nous avons fait ce lobbying, Dieu nous a aidés. Il y a eu maintenant le gouvernement Matata 1. Nous sommes partis avec un mémo chez Augustin Matata et il nous a réussi, il a écouté nos pleurs, il a écouté notre plaidoyer et il a enfin sorti un ministère du tourisme. Mais voici maintenant l'erreur. Il nomme à la tête de ce ministère-là un politicien qui est novicien dans le secteur du tourisme, qui est novice. Mais est-ce que c'est seulement pour le ministère du tourisme ou c'est le système qui veut que les politiciens prennent des postes ministériels et ils s'entourent des techniciens? Là, en tout cas, les politiciens ne sont pas des experts de développement. Dans notre pays, on n'a pas besoin de politiciens à la tête des ministères, on a besoin des experts. Nous continuerons à les dire et les redire. Le ministre doit-il être un manager ou un expert? En tout cas, le ministre doit être d'abord manager, expert, pas politique, dialogue, sorti des listes, des mosaïques, ATD, machin, tout ce qu'on attend, AA, BBC, et puis la liste va partir chez le chef de l'État, le chef de l'État va le nommer ministre, il va se retrouver là, novicien dans un secteur, il ne connaît pas quoi faire dans le secteur, et les secteurs sombres. On peut avoir 5-6 ministères comme ça qui ont les relais avec l'étranger, les ministères du commerce, les ministères du tourisme, les ministères de l'environnement. Ça n'apporte pas d'argent parce qu'on n'y met pas des experts. Ça, c'était vraiment une parenthèse que je n'aime pas trop faire allusion, mais c'est notre pays, malheureusement. C'est une antivaleur, il faut garder ça dans l'esprit que ça reste une antivaleur. Cette fois-ci, il faut que le chef d'État ouvre son œil et les bons pour qu'on ne puisse pas avoir les politiciens à la tête des ministères comme celui du tourisme, l'environnement, je citerai autant. Mais ce n'est pas ça le but. Je voulais continuer à répondre à votre question dans les erreurs du passé, dans ce secteur du tourisme. Alors, Matata Ponyo, il nomme Moutiri Abachara, qui arrive, il ne sait pas quel est le lobbying que les techniciens ont mené, les experts ont mené,
il s'entoure dans son cabinet des novices aussi du secteur qui ne savent pas quoi faire avec les secteurs et ils trouvent même dans les secteurs il y avait l'argent. Voilà là où les Congolais maintenant regardent souvent. Mbongo et Zawapi na tourisme. Mbongo et Zawapi na secteur Oyo. Et quand ils arrivent, ils s'assoient sur l'argent, il y a la redevance FPT qui produit des millions de dollars. Et ça a fait son temps. Les FPT, ce sont les fonds pour la promotion du tourisme. Les fonds de promotion pour le tourisme. Donc, c'est-à-dire, c'est cet argent-là qui existe dans les ministères du tourisme. C'est cet argent qui est récolté sur plusieurs taxes liées à des activités du secteur du tourisme. Y compris l'aviation, l'hôtellerie, la restauration. Chaque billet d'avion que nous payons, c'est 50 $ pour un vol à l'étranger. Dans la classe économique, si vous payez votre billet en business, vous laissez 100 $ dans votre billet pour promouvoir le tourisme congolais. Chaque nuitée d'hôtel, vous payez 4% de votre argent pour promouvoir le tourisme congolais. Chaque repas, vous payez 4% pour que les touristes viennent au Congo. Il faut comprendre ça, le système. Donc vous, les Congolais payent pour que les touristes viennent. C'est ça un peu la technique. C'est pour ça qu'ils font c'est comme ça qu'ils font. Et cet argent est allé où de l'époque du ministre Moutiri? En tout cas, il faut poser la question, il est toujours vivant. Je pense que j'ai même entendu qu'ils sont en train de faire un lobbying pour revenir au ministère du Tourisme. Il est toujours là, il est politicien. J'ai vu récemment qu'il était élu, des histoires comme ça. Mais il est là pour lui poser la question de savoir qu'est-ce que lui, de son temps, a fait des fonds pour la promotion du tourisme. On évolue. La même erreur a suivi. Toujours est-il qu'à l'époque, on n'a pas enregistré une quelconque hausse dans les visites des touristes. Même pas un touriste. Boutira Bachar ne dira jamais qu'il a réussi à faire venir un touriste pour visiter même les parcs de Bonobo. En tout cas, il faut qu'on se dise des vérités. Mais on n'a pas de statistiques liées aux touristes qui viennent. Il faut faire attention. Vous pouvez aller au niveau de la DGM, on vous dit qu'à la DGM, on a réussi autant de touristes. Mais ce sont des Indiens qui viennent ici. Ce sont des Libanais qui viennent ici pour les courts séjours. Et puis ici, souvent, c'est le système. Les Indiens arrivent ici en groupe pour devenir des commerçants au grand marché ici. Ils ont les visas touristiques d'abord. Après, ils sont dans des réseaux où on leur donne maintenant des visas à long terme ou des visas, des cartes de résistance, et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des touristes. Il faut faire très attention. Tous ces Libanais, tous ces gens qui viennent ici, ou bien quelqu'un qui est venu visiter une famille d'un ambassadeur de la Belgique, ne sont pas des touristes. Il faut faire très attention. Un touriste, c'est lui qui a un contrat avec un tour opérateur, qui a un contrat des aéroports à aéroport. C'est différent, c'est technique, c'est très différent. Donc, alors, on continue avec les erreurs du passé. Alors, les erreurs du passé, Matata Pogno part, il y a eu Matata Pogno 2, qui met aussi maintenant un certain monsieur Malila, qui arrive là. Même chose, il sort des familles politiques. Il sort de la classe politique. Selon l'histoire, on nous dit que c'était même les beaux-frères, les beaux-fils de Léon Kengoadondo. Donc il arrive là, il est ministre du Tourisme. Lui aussi ne sait pas quoi faire au ministère du Tourisme. Donc le pays a évolué comme ça avec des novices dans les secteurs. Après, il y a eu un ministère là qui n'a pas fait 6 mois, boum, c'est qu'il arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir, lui aussi, nomme Yves Mboukoulou, qui était... il sortait de ses études de médecine, arrive là, il est jeune, ministre du Tourisme, il était dans la jeunesse de l'IDPS, ministre du Tourisme, il ne sait pas comment faire pour amener un seul touriste à Kinshasa. Il a fait son temps, même chose, toujours sur la redevance. Et puis il est parti, Modero arrive. Cette redevance-là, elle sert beaucoup plus à alimenter... les poches des ministres. Les voyages, les cabinets qui se retrouvent dans tous les salons du tourisme, dans des foires. Cet argent-là est utilisé dans ça. Dans tout, sauf la promotion du tourisme. Ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Ça sont des vraies erreurs du passé. Alors, Modero Simba arrive, la même chose. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons Mazenga qui fait la même chose. Donc, vous comprenez que dans un pays où on ne fait que nommer des politiciens à des postes techniques, c'est un pays qui est appelé peut-être à s'oublier. Par ailleurs, le secteur est très potentiel. 20% du territoire national, ça fait nos parcs et les réserves que gère l'ICSN. Le monde entier nous regarde. Qu'est-ce que vous faites de ces parcs-là? Qu'est-ce que vous faites du parc de Kaouzi-Biega? Si le parc de Virunga est attaqué par le M23 aujourd'hui, mais le parc de Kaouzi-Biega,
Qu'est-ce que vous faites du parc de Garamba? Qu'est-ce que vous faites même dans les bas Congo, parc de Salonga, dans les parcs, du parc de Salonga, les plus grands d'ailleurs, le Kundelungu? Qu'est-ce que vous faites de ces parcs-là? Ça signifie que nous n'avons pas une administration du XXIe siècle. Et l'ICCN, l'Institut congolais, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui gère les parcs. Et puis il a un département du tourisme aussi chez lui. Il a un département du tourisme qui est aujourd'hui, quand vous allez là, vous trouvez que non, c'est oublié, c'est dans les archives, il n'y a presque personne au bureau. Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays comme le nôtre? Si vraiment on aime ces pays, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Alors, les gens qui nous posent des questions, savoir qu'est-ce que vous faites de vos parcs-là, voient aussi ce que les Ougandais font de leurs parcs. Parce que ces parcs sont des atouts réels pour la promotion du tourisme. C'est d'abord le tourisme. Le tourisme, c'est d'abord le territoire. C'est ça le tourisme vert. Parce que là, le tourisme, vous vendez que ce que vous avez. Les gens vont en Ouganda pour aller dans les parcs nationaux de l'Ouganda. Il y a la même chose. Les pays de l'Est-Afrique et de l'Afrique australe qui vendent le fameux Big Five, les lions, les léopards. Exactement. L'éléphant, l'hippopotame. Et quand on regarde, tout ça, nous en avons chez nous. Mais on en a plus que ça. Nous, on a même des endémiques. On a les okapis, on a les bonobos qui sont nulle part à part chez nous. Donc on a les moyens d'amener tous ces millions de touristes là chez nous. Mais on ne les fait pas. Regarde, quand vous allez en Afrique ici dans les Kruger Park là, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? C'est l'argent qui protège ces parcs-là. Donc, on facture un touriste 1000 $ pour visiter les parcs. Lorsqu'il visite les parcs, cet argent-là va où? L'argent d'un touriste, de 2 touristes, de 1 million de touristes, ça fait un grand montant, un bon volume pour développer maintenant les écoles. On crée des écoles sur le plan local. La communauté autour des parcs a les écoles, a les universités, a les hôpitaux. Et par conséquent, ils protègent leurs parcs. Ils savent que si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons de l'eau, nous avons l'électricité, c'est l'argent que les touristes, les devises que les touristes payent dans les parcs. Donc on devait avoir la population environnant les Virunga, la population environnant les Kaouzibiega, la population environnant tous nos parcs. Ça peut faire déjà 40% de la population congolaise qui vit vraiment dans notre pays, qui ont des écoles, qui ont les hôpitaux avec l'argent du secteur du tourisme. Ça, c'est ce que nous, on ne fait pas. Alors, oui, justement, on a évoqué les erreurs du passé. Et quelles leçons on en tire et pour quelle projection dans l'avenir? Oui, mais la leçon est que nous n'avons rien fait dans notre secteur. Les visas sont toujours très chers. C'est compliqué de venir au Congo. Les hôtels sont chers. Il faut travailler. Il faut que les gouvernements, il faut que les premiers ministres qui viennent prennent le secteur du tourisme à bras les corps. Il faut. Là, ce serait quoi? L'agenda du futur ministre du Tourisme que vous évoquez? En tout cas, c'est pas pour arriver à l'agenda du ministre du Tourisme. J'arrive d'abord à l'agenda. Ça doit être l'agenda d'abord de la grande force de la République. Les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi doit, comme il l'a promis, récupérer les secteurs du tourisme, les mettre au cœur de la présidence, avoir un conseiller principal qui a son œil dans les secteurs, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les cercueils. Est-ce que ça va trop faire? Lui-même, il est là, il a un conseiller, et puis on a un ministre. Si, mais le ministre est technicien du gouvernement. Mais le chef de l'État doit avoir aussi son collaborateur dans les cercueils, dans les secteurs, disais-je. Pourquoi? Parce que le secteur a beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup de financement dans les secteurs. Il y a des legs, il y a des dons, il y a énormément de choses qu'il faut capitaliser dans ces secteurs-là. Malheureusement, on ne les fait pas. Donc il faut que ce soit d'abord les projets du chef de l'État, comme il l'a promis dans beaucoup de discours, que je vais développer le secteur du tourisme. Il est temps, c'est son deuxième mandat. Il doit maintenant montrer ses forces. Voici que je développe le secteur en fait, c'est le secteur du tourisme qui va développer le Congo de soi-même. Je ne crois pas trop aux mines. Depuis que nous avons eu l'indépendance, les mines nous ont apporté que des conflits, que des problèmes. Et des gros problèmes d'ailleurs. Les mines nous créent des gros problèmes. L'agriculture, c'est vrai que partout où nous plantons, nous trouvons que ça sort, ça pousse, nous mangeons. Mais le chef d'État a aussi promis qu'il partirait avec l'agriculture dans son industrie, dans sa phase de développement. Mais le tourisme, c'est notre richesse de surface qui est attachée à notre pays parce que le pays est beau. Le pays est très beau à voir. Donc,
c'est une vocation du pays. Ça ne peut pas être une créativité, une création. Tout le monde veut voir la République démocratique du Congo. Tout le monde veut y vivre. Parce que c'est un pays de convivialité. Il y a tout ce qu'il faut pour que les gens passent les vacances et vivent ici. Donc, ça doit être d'abord le projet du chef de l'État pour son deuxième mandat. Alors, ces projets devraient avoir quoi comme jalon? Parce que c'est vrai, le pays est attractif. Mais toujours est-il que du point de vue infrastructure, c'est un véritable défi. Se déplacer en République démocratique du Congo et procède du parcours du combattant, par exemple. Et ne parlons même pas du logement. Oui, vous avez raison. En fait, l'infrastructure au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut commencer avec celle existante. L'infrastructure qui existe en République démocratique du Congo, les routes que nous avons dans notre pays, c'est mieux plus qu'au Bénin qui vit du tourisme. C'est mieux plus qu'au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, ce que nous avons déjà, c'est très important. Commençons par ça. Il y a déjà des sites qui ont des voies d'accès. Par ailleurs, s'il y a déjà un mouvement, une demande du tourisme, cet argent que les touristes payent peut maintenant créer des routes, des voies d'accès dans des parcs. Et encore qu'il faudrait que... Mais même dans la loi, si les touristes restent marqués... cette éthique pour reverser au tourisme ce qu'il a produit. Mais ça doit être un projet du chef de l'État, ça doit être un projet du gouvernement où on sait exactement qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du secteur. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent du secteur. C'est beaucoup d'argent, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. Pour moi, c'est devenu comme une irrévérence assez criminelle. Encore l'argent dont vous parlez, c'est seulement la partie taxe prélevé sur les consommations locales. Ce n'est pas vraiment du grand tourisme des masses, des visites et tout ça. Donc, si déjà cet argent est important, mais l'autre, si on y ajoute l'autre... Si, c'est la valeur ajoutée. Ça signifie que lorsque vous commencez l'activité, vous avez des paiements de gens qui sont dans les parcs et autres. Cet argent doit aller au développement. Il faut des routes d'accès dans les sites touristiques. Il faut aussi créer nos propres loges. Des loges écologiques ne coûtent pas cher. J'ai toujours rencontré des Congolais qui ont fait la Belgique, qui ont fait Bruxelles. Beaucoup aussi sont autour du chef de l'État que je rencontre, si souvent en ville ici. Ils me disent, mais écoute, pour aller loger peut-être dans les Bikoro, les lacs Tomba, il faut peut-être avoir une infrastructure de la trempe des hôtels Campiski Fleuve Congo. Si vous avez une telle pensée pour développer les pays dans le monde aujourd'hui, vous êtes dans une erreur grave. Construire une infrastructure de la trempe des grands hôtels et autres dans les forêts, c'est détruire la nature. Même les environnementalistes vont commencer à crier sur vous. Les environnementalistes vont commencer à crier sur vous. Partout au monde, partout en Ouganda, en Afrique du Sud, on construit des écologes. C'est moins cher, ça ne coûte pas l'argent. Il y a des tentes, on y met les conforts et puis ça vit avec la nature. Donc, on n'a pas vraiment besoin des infrastructures, de la trempe dont les gens font allusion, hôtel 7 étoiles comme Dubaï. Prendre Dubaï et les mettre dans nos forêts, c'est tuer les forêts. Prendre Dubaï, les infrastructures qui sont à Dubaï, les mettre dans les forêts équatoriales là-bas, c'est tuer nos forêts et c'est tuer notre nature, c'est tuer notre climat. C'est une façon très gauche de penser au développement. Donc, si nous devons créer notre modèle de développement, nous devons savoir... À vous entendre, rien qu'avec des bouts de ficelle, on peut y arriver. En tout cas, si seulement il y a déjà une bonne équipe des experts, il y a une intelligence mise en place, on peut déjà avoir des arrivées. La RDC est très demandée. Vous savez pourquoi c'est très demandé? Ça fait 30 ans où les gens voient les photos, voient la RDC sur les photos. Les touristes vont souvent en Tanzanie, ils sont partis au Kenya, mais ils voient les mêmes lions. Ils sont partis l'année passée, ils reviennent l'autre année, les lions déjà fatigués. Mais en RDC, il y a des groupes de lions qui ne sont pas visités. Il y a les okapis qui ne sont pas visités. Ça fait 30 ans que les pays sont fermés dans les conflits. Donc, dès que nous commençons la bonne promotion du tourisme, nous facilitons notre visa avec une bonne décision. Nous facilitons les accès dans nos ambassades pour obtenir les visas, parce que maintenant c'est la casse-tête, on entend parler partout. Mais pourquoi, on peut déjà avoir, alors que ce problème de on peut déjà avoir plus de 2 millions d'arrivées.
Parce que le rôle d'un ministre du tourisme, c'est qu'il y ait des touristes à l'aéroport d'Ndjili. J'ai cité énormément de ministres ici qui ont fait leur mandature, qui ont fait leur tourisme au ministère du Tourisme sans même faire venir un touriste au pays. Et pourtant, il y a des demandes. Moi, j'ai une société du tourisme, je reçois des emails énormément où les gens veulent venir en RDC pour passer leurs vacances, visiter. C'est tout ce qui s'est passé au pays. L'année passée, nous avons organisé 3 grands événements qui ont bougé un peu dans le cadre de l'image de la RDC. Nous avons accueilli les papes. Nous avons eu dans ces pays ici plus de 200 caméras qui ne parlaient que de la République démocratique du Congo pendant le séjour du pape ici. À l'international, en Europe, un peu par-ci, partout. Nous avons fait le jeu de la francophonie, qui ont fait au moins plus de 10 jusqu'à 17 000 arrivées dans ces pays ici. Plus de 400 médias internationaux qui étaient ici. On parlait de la République démocratique du Congo. On n'a pas parlé des gens qui ont eu des têtes coupées. On n'a pas parlé des femmes violées. On a parlé d'un pays convivial. Et nous avons aussi fait les élections, parce que les élections sont productrices de la paix. Et nous avons eu une belle image du pays. C'est la prestation du serment du chef de l'État, où il y a eu au moins plus de 30 chefs d'État. Ça a fait comme si c'était une forme de mini-sommet. Les chefs d'État ne se promènent pas seuls, ils viennent avec des équipes, ils viennent avec leurs médias. Et l'image du pays est partie avec une très belle cote. C'est ça, un pays qui est visitable. Et il faut capitaliser. Il faut capitaliser ça. Il faut pas que nous puissions commencer à jouer les jeux de nos ennemis qui de temps en temps balancent des images des humains, des têtes coupées. On nous envoie toujours des images de l'Est, l'image... Parce que l'Est est là, la bataille se joue que dans des territoires. Les territoires des Rutshuru et les Massissi. Nous avons 143 territoires. Mais vous savez que vous avez... Oui, nous avons 143 territoires qui sont visitables. On ne va pas demander aux Congolais qui sont dans les territoires qui ne sont pas attaqués de ne pas aller au champ. Non, ils font les champs, ils vivent. Et on peut résoudre des tourismes dans beaucoup de territoires, beaucoup de provinces entières ne sont pas attaquées par la guerre. Mais si nous faisons toujours la promotion d'un pays où il y a toujours des femmes violées, des hommes à tête coupée, nous jouons les jeux de nos ennemis. Donc voilà, pour dire que si nous commençons maintenant avec le gouvernement qui vient, un ministre du tourisme, je dirais expert, connaisseur du secteur, parce qu'il a aussi des contacts. Et puis n'oubliez pas, John Ngomba, que les ministres du tourisme doivent maîtriser l'anglais. Parce que les marchés du tourisme, c'est un marché anglophone. C'est un marché... Il peut s'entourer des techniciens. Oui, mais vous ne pouvez pas parler l'anglais de l'école. Il faut parler l'anglais du secteur du tourisme. Il y a des interprètes aujourd'hui. Voilà, oui, mais c'est ce que je disais. Donc, on a vu des cabinets sans les anglophones, mais qui sont toujours partis. Regarde, au jour d'aujourd'hui. Les mois passés, j'ai vu les images de notre RDC dans des organisations touristiques à Paris. Il y a eu la PCA qui a fait qui a amené la PCA de l'ONT. Oui, qui a amené... La présidente du conseil d'administration. Oui, qui a amené un groupe de Congolais pour faire la promotion du tourisme à Nantes, à Paris, donc en France. Rennes et Nantes. Mais les gens qui ont participé, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, c'est vrai, ils sont venus ici, mais ce ne sont pas des experts du tourisme. Ce ne sont pas... Oui, écoutez... Je ne suis pas en train de blaguer. Non, mais ça c'est vrai. Ce ne sont pas des experts. Mais non, nous savons tous que les délégations des ministères sont composées sur base des complaisances, des clientélismes, des membres des familles, des amitiés. Ça nous le savons. Et généralement, vous avez sur, par exemple, une dizaine de personnes, vous n'avez peut-être qu'un ou deux experts qui maîtrisent réellement les questions. Malheureusement, ils vont se retrouver ployés sous les poids des dossiers à traiter. Mais c'est terrible. Modero était parti récemment. Il a dit qu'il est parti avec des guides touristiques. Mais on a vu la musicienne ici, c'est qui Sinjora. Elle était dans la délégation comme guide touristique. Vous pouvez comprendre des choses comme ça. Ça se passe dans notre pays. Et puis vous avez aussi la délégation de la DG qui est aussi partie à Paris pour faire la promotion du tourisme. La DG, la directrice générale de l'Office national du tourisme. Ouais. Mais tout le monde qui vient dans nos stands dit toujours, il y a toujours ces problèmes-là des experts. Au moment où nous parlons, ils se préparent pour aller dans les Indaba. Ils vont aller avec qui à l'Indaba? Toujours les directeurs, des amitiés, des gens du commis, ainsi de suite. Et ils vont faire un stand où le pays va déverser des milliers de dollars au nom de la RDC et on ne va pas
faire venir même un touriste parce qu'ils sont nommés sur base des amitiés, ils arrivent là sur base de rien et ils ne savent rien faire, ils se cramponnent là et il n'y a pas de touristes qui viennent, on bloque les pays de manière volontaire. Ce sont des choses qui sont vraiment dans les erreurs du passé. Lorsque le chef d'État parle des erreurs du passé, nous les Congolais, on peut lui ouvrir tout un livre. Des vraies erreurs du passé. Donc il faut faire très attention dans ces secteurs-là. Et si ça continue, regardez ce qu'a fait le Brazzaville. Ils ont fait aussi 15 ans sans se présenter dans les salons touristiques. Mais allez voir ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis cette année. Justement, j'allais en parler. Dans le cadre des correctifs, des erreurs du passé, on a évoqué ici l'implication personnelle du chef de l'État. Parlant de Brazzaville, Sassou Nguesso s'est fait guide touristique pour son pays déjà. Voilà, Sassou Nguesso s'est fait guide touristique de son pays parce qu'il a compris les marchés. Il parlait exactement du marché chinois. Il s'agit exactement de 180 millions de Chinois qui voyagent partout au monde pour 2 semaines, 1 mois. D'autres même sont déjà des retraités. Ils voyagent partout. Ici, bon, je les reçois de temps en temps, ils viennent en touriste. Ils ont du cash, ils ont l'argent. 120 millions de personnes qui voyagent, c'est vraiment ce qu'on appelle les big deals. Si vous capitalisez même 1 million par mois, si Kinshasa a même 1 million de Chinois, les Chinois sont des gens très sérieux en matière de voyage et de tourisme, on a même 1 million à Kinshasa, et qu'un seul touriste laisse à Kinshasa, dans son hôtel, dans sa restauration, le bus qui circule, les entrées dans les sites touristiques, il laisse à Kinshasa même 4 000 $. On a 4 000 multiplié par 1 million, on a 4 milliards à Kinshasa qui circulent dans les restaurants, les hôtels, les photographes, ainsi de suite. C'est énorme, ces marchés-là. Vous êtes en train de dire que, en attendant que les Occidentaux se décident à venir en tourisme en RDC, la Chine est là. La Chine ou les Chinois peuvent être plus disposés, ils comprennent, ils sont plus compréhensifs et plus accessifs, plus accessibles et voilà. Ils ont autant de moyens, si pas plus que les Occidentaux. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'argent plus que les Français, je peux te dire la vérité. Les Chinois au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont travaillé, qui sont en retraite, te dépensent de l'argent dans les voyages mieux qu'un touriste français. Je suis un expert. Je reçois des Français. Et ils s'adaptent souvent aux conditions. Ils s'adaptent aux conditions, ils peuvent dormir dans les tentes, ça ne les dérange pas. Mais pour eux, ils viennent dans une destination touristique climat. C'est ça ce qu'a présenté le président Sassou Nguesso. Si le président Sassou Nguesso, regardez son âge, il devient guide touristique de son pays. Pourquoi pas Félix? Pourquoi pas Félix? Nous demandons à Félix aussi qui a les contrats avec les Chinois, c'est dans les secteurs miniers, mais aussi d'ouvrir d'autres ailes. Parce que nous sommes en train de parler de l'économie. C'est son deuxième et dernier mandat constitutionnel, mais il faut qu'il développe les pays. Les pays ont besoin de la créativité. Si les présidents, d'abord les présidents, Sassou Nguesso les a demandé de visiter le fleuve Congo. Vous pouvez comprendre? Oui, il demande aux touristes chinois de venir à Brazzaville pour visiter le fleuve Congo. Qui est un patrimoine commun. Je ne vais pas entrer dans un débat frontalier, mais le fleuve Congo, c'est le fleuve de Tshisekedi. Il tire la source dans les pays de Tshisekedi jusqu'à son embouchure. Dans les lois là-bas, où le fleuve Congo tire la source, et c'est à Mwanda où le fleuve Congo se jette à Banana. Donc le fleuve Congo est congolais, RD congolais. Mais je parle dans ces débats-là. Alors maintenant, la question qui taraude les esprits des experts dans le monde, qui peut faire la promotion du tourisme dans les fleuves Congo? Est-ce Sassou Nguesso ou Etienne Tshisekedi? Vous allez remarquer aussi que même du point de vue de l'environnement, et le leadership du bassin du Congo n'est pas tenu par la RDC. Nous avons des faiblesses. Ça, c'est une vérité. J'ai parlé des experts dans les secteurs comme l'environnement et le tourisme. Ça, c'est les erreurs du passé. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait les droits, on les met ministre de l'environnement. À quoi a servi la faculté de l'environnement à l'UNIKIN? Là, il y a la question. Beaucoup de gens ne savent pas que le tourisme, il y a aussi les universités du tourisme. Moi, j'ai eu la chance de faire une université du tourisme aux Indes. J'ai eu un parcours donc formé scientifique et j'y fonctionne dans les secteurs. Mais qui sait au pays que ces métiers existent? Des guides touristiques. Même le ministère du Travail ne sait pas qu'il y a un métier guide touristique qui existe.
Donc on n'est pas répertorié comme métier dans les ministères du travail. Donc ce sont des problèmes que nous avons. Alors, si nous, la même manière aujourd'hui, qu'on n'a pas fait la promotion des gorilles des montagnes à l'Est, les Rwandais l'ont fait terriblement, et on commence à penser que les gorilles de montagne qui sont dans les parcs de Virunga sont rwandais. De la même manière aujourd'hui, qu'on va commencer à penser que le fleuve Congo, c'est un fleuve brassavillois. C'est un fleuve continental. J'ai vu TF1 qui a fait un film, je les ai appelés automatiquement, qui présentait le fleuve Congo comme un fleuve continental. C'est-à-dire qu'il est dans les continents africains. Donc vous comprenez comment est-ce que même lorsqu'on ne s'est pas présenté notre pays, on donne la force aux balkanisateurs, on donne la force aux gens qui en font les leurs. Au jour d'aujourd'hui, on pense que les gorilles sont rwandais. Mais parce que nous, on n'a pas fait la promotion des gorilles des montagnes. Pourtant, les gorilles des montagnes sont congolais. La petite partie qui se trouve au Rwanda, les familles qui ont fui le crépitement des balles. Donc, on doit travailler sur les secteurs. Ça, c'est justement comment, pour terminer, capitaliser le tourisme congolais malgré ce contexte sécuritaire difficile et cette image mal vendue de nous à l'international, parfois, souvent même par nous-mêmes. Oui, mais c'est ça. Nous, on dirait que les pays aiment beaucoup, nous Congolais, on aime beaucoup donner les fouets pour nous faire fouetter. En tout cas, les Congolais doivent se réveiller. Surtout la jeunesse toujours d'aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Parce qu'on fait souvent, malheureusement, les jeux de l'ennemi. Lorsqu'on nous envoie des images des gens avec des têtes coupées, c'est nous qui les balançons vite à l'Internet, sans savoir que ça reste à l'Internet comme l'image du pays. Ce serait mieux pour les Congolais, quand tu as fait un petit tour vers Kinkole, tu es au bord du fleuve, balance des photos comme ça. Ça va montrer que tu es dans un pays convivial. Ça, c'est vraiment aussi le plan d'un conseil. Mais pour qu'on parvienne, pour que les pays puissent capitaliser, il faut des approches programmatiques. Mais oui, il va falloir aussi faire une vraie communication structurelle, institutionnelle sur les pays, que ça ne soit pas seulement les ministères aux initiatives. Les ministères du tourisme, l'Office national du tourisme a la mission de promouvoir l'image du pays. Tous les pays le font. Ils prennent l'argent de leurs concitoyens pour promouvoir le tourisme. La RDC, les Congolais payent cette redevance-là. Et la redevance FPT, c'est des millions de dollars. Ça devient presque comme l'histoire des rames. L'histoire où les Congolais payaient l'argent sans savoir pourquoi ils payaient. La même chose. Et puis, si vous demandez à votre population de payer une taxe pour balayer la route n'est pas balayée, cette taxe-là est criminelle. Cette taxe-là est criminelle. Beaucoup de Congolais ne savent pas qu'on les soutire l'argent dans les billets d'avion. Cet argent, ce n'est pas l'argent des GoPass, c'est différent. C'est l'argent dans les billets d'avion. Quand vous prenez votre vol domestique, vous laissez 15 $ dedans. Ça, c'est les GoPass. C'est pas les GoPass. Non, 15 ou 50. 50, c'est sur les vols internationaux. Ah, d'accord. Les vols locaux, les Kinshasa, Mbujimai, Kinshasa, Kana, vous laissez 15 $. Parce que les GoPass, c'est aussi 15 $. Si oui, ben voilà, ça prend les mêmes montants, mais ça ne joue pas le même rôle. Donc, les FPT existent, cet argent-là existe pour changer l'image du pays. Mais c'est devenu au jour d'aujourd'hui la fête des ministres du tourisme qui font leur tourisme là-bas aussi. Moi, j'en appelle vraiment aux autorités. J'appelle personnellement au chef de l'État lui-même de prendre ce secteur à bras le corps. Je demande aussi même à l'informateur qui vient de terminer son travail d'ouvrir un œil, parce qu'il y a beaucoup de propositions autour de lui pour donner les ministères du tourisme à tel ou à tel. Il y a la majorité des ministres qui sont partis veulent revenir au ministère du tourisme. Ils veulent revenir pour faire quoi? Pas que. Chaque ministre qui est parti, qui est du gouvernement sortant, veut garder son poste. Mais ce sont les ambitions, c'est pas mauvais, mais il faut regarder, avoir un œil regardant, parce que les pays, on se moque de nous sur les plans internationaux par le fait que nous avons négligé notre secteur du tourisme. On se moque éperdument de nous. Les visas, difficiles à trouver, on se moque de nous. Les parcs, difficiles à visiter, on se moque de nous. Les tracasseries dans les aéroports, on se moque de nous. Les pays où on sent qu'il n'y a que la guerre, même si c'est vrai que nous sommes en guerre. Vous savez,
Même les Rwandais qui nous attaquent au jour d'aujourd'hui, il a aussi des rebelles à l'ouest. Mais malgré ça, les Rwandais reçoivent plus de 4 millions de touristes. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce mental-là que nous manquons. L'Ouganda, il a aussi des ennemis des pays, des rebelles. Les ADF ne sont pas n'importe quoi. Ils peuvent attaquer à n'importe quel temps, n'importe quel où, n'importe quelle maçon de terroristes. Mais l'Ouganda qui reçoit 5 millions de touristes. Les Congo-Brazzaville ici, où le président Sassou Nguesso fait la promotion du tourisme lui-même, ils ont un rebelle là-bas, l'ouest là-bas, dans les fonds là-bas, ils ont un rebelle armé. Mais on n'en parlait pas. Nous, on parle toujours de la guerre. On se réveille le matin, Kiwanja n'est pas tombé, Kiwanja est tombé, ils sont ici, ils sont à Saké. On balance des images tous les jours. On veut nous-mêmes ternir l'image de notre pays. Mais si nous avons des approches programmatiques, un gouvernement qui sait refaire les choses, on prend l'argent du secteur, on met dans les salons et forts touristiques, on envoie des experts, des anglophones. Parce que les Français ne parlaient qu'en France majoritairement, une petite partie de Bruxelles, Suisse et ainsi de suite. Mais les vrais clients qui voyagent sont américains, sont allemands, ils sont de la Grande-Bretagne, c'est eux qui remplissent les parcs partout ici en Afrique. C'est eux qui viennent parce que pour venir en Afrique, ce n'est pas n'importe qui peut venir en Afrique. Ce sont des gens de la classe moyenne. La classe moyenne peut te dépenser 10 000 $ pour une semaine de voyage. Parce que venir en Afrique, aller-retour, le pays d'argent qui dépense, c'est 10 000 $. Mais ce sont des gens qui sont pleins en Namibie, des gens qui sont pleins partout. Tous les gens, les chefs de l'État voyagent avec des équipes. Ils voient comment ces pays-là fonctionnent. Les candidats présidents de la République, j'en parlais, ont fait le tour de la RDC. Ils ont vu comment le pays est beau. Mais personne ne vient avec un programme lié au tourisme. Proposer les Congolais, je vais développer le secteur du tourisme. On a les candidats gouverneurs. Personne ne dit que je vais développer la province par son secteur du tourisme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et puis maintenant, c'est les territoriales. On va élire par les conseillers communaux des chefs de territoire, des bourgmestres. Mais qui apporte l'idée de promouvoir sa région, sa province, son village par le secteur du tourisme? Personne. Et on se moque de nous. Alors, pourquoi pas John Katumba, ministre national du tourisme? Si tu me donnes la chance, tu es journaliste, si tu me donnes la chance de faire une grande promotion pour moi, et que si Dieu bénissait, je prendrai la tête de ce secteur-là et je vais travailler. Donc, si vous prenez ces ministères, vous allez commencer par quoi? Si je prends le ministère du tourisme, en ne soufflant pas, à éviter de souffler à vos détracteurs, mais bon, vous allez commencer par quoi? Mettez-vous maintenant dans la peau du ministre du tourisme. Je suis sur les plateaux, M. John Ngombois, je me refuserai de vendre mes idées, parce que ça c'est du sérieux. Je parle avec passion, c'est un secteur abandonné, mais moi j'ai toujours écrit des mémos au chef de l'État pour lui proposer quoi faire dans le secteur. Et il y a une différence entre l'écriture que j'ai fait et tout ce que j'ai fait à la presse, pour réveiller la conscience, les consciences des Congolais, la conscience du chef de l'État, pour que le secteur reparte. En tout cas, si je suis ministre du Tourisme, je mettrai ma main et vous allez voir que l'aéroport d'Ndjili sera plein de touristes. Les aéroports de Bukavu, les aéroports Bakongo, Mwanda, sera rempli de touristes. Et c'est maintenant. On n'a pas besoin de construire Dubaï, mettre Dubaï là-bas. Non, c'est possible. Avec des moyens de bord, faire des choses, faire la promotion, la présence dans les salons, dans les foires touristiques, la vraie présence de l'image du pays, le combat pour que les visas soient accessibles et moins chers, ça sera ma lutte de tous les jours. Ben, on va vous souhaiter bonne chance, John Katumba, de devenir le prochain ministre du Tourisme. Je vous remercie, M. John Ngomba, mais continuez à prier, parce que vous connaissez ces pays. Quand vous dites ça, c'est les plateaux, vous avez déjà des gens qui vont chercher à vous attaquer. Ben oui, on attaque des fruits mûrs, ce serait tant mieux. Ce serait tant mieux. Vous n'allez pas vous gêner parce que Diomaye est bien président du Sénégal. Eh bien, il est sorti de la prison. Donc, il ne faut pas vous gêner pour ça. Vous avez les profits du ministre national du tourisme depuis que vous en parlez. Il faut quand même que les chefs de l'État qui nous suivent puissent décider de prendre un expert et qu'on essaye, qu'on finisse quand même, qu'on aille avec ça jusqu'au bout, parce que vous avez dit que ces domaines, il faut les confier aux experts, ben, qu'on vous les confie. Merci beaucoup, j'espère que vous aussi, journalistes, vous allez continuer à demander au chef de l'État. C'est notre chef, il nous a parlé, nous l'avons écouté pendant la campagne, et maintenant nous aussi nous lui parlons, nous espérons qu'il va nous écouter. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup, John Gomba. Merci aussi, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. Au revoir. À la prochaine.